Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau crime et enquête. Aujourd'hui je vous présente mes deux assistants Turbo, Pépé Turbo et Rocky. Voilà. Aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire qui se déroule en Italie. C'est une affaire donc de disparition qui, je pense que pratiquement tous les Italiens connaissent. C'est une histoire qui a beaucoup rebondi au fil des années. Une histoire qui commence au début des années 80 mais dont les derniers développements ont eu lieu le mois dernier. Donc je vais vous raconter cette histoire. C'est la disparition d'Emanuela Orlandi qui a disparu dans la Cité Vaticane le 22 juin 1983. Donc la disparition, comme je vous l'ai dit, elle a lieu au Vatican en 1983. C'est une journée très chaude. L'école est déjà finie. Emanuela, c'est une jeune fille de 15 ans. Elle est en deuxième année scientifique au collège. Mais là, elle est déjà donc en vacances et elle suit des cours de musique tous les jours dans un camp de musique. Elle s'y rend aux alentours de 16h. Et ce jour-là, elle y va donc toute seule. En général, c'est son frère, son grand frère, qui l'accompagne au cours de musique. Mais ce jour-là, il a décidé d'accompagner plutôt sa petite amie, mais pas sa sœur. Ce qu'on sait de ce jour-là, c'est qu'elle va arriver un peu en retard au cours de musique. Donc il est probable qu'elle ait déjà rencontré quelqu'un avant son cours de musique. Et lorsqu'elle est arrivée au cours, elle demande à son professeur pour pouvoir partir une dizaine de minutes avant la fin du cours. À la fin de la journée, Emanuela va appeler au domicile de ses parents. C'est sa grande sœur qui va répondre. Et là, elle va lui dire qu'elle aimerait rentrer plus tard parce que quelqu'un lui a fait une proposition de travail pour distribuer des cosmétiques de la marque Avon. Et puis elle lui dit, ben voilà, j'aurai un bon salaire, ça serait sympa que je puisse faire ça. Sa sœur, elle n'apprécie pas trop cette proposition, elle trouve que c'est excessivement bien payé pour un job d'étudiante. Alors là, j'ai retrouvé plusieurs tarifs. On dit parfois que c'était payé environ 270 € par jour, jusqu'à 500 € par jour. En tout cas, ça a alerté sa sœur qui a trouvé cette proposition un petit peu trop belle pour être vraie. À la fin de la journée, donc effectivement Emanuela partira une dizaine de minutes plus tôt, elle retrouvera son amie Raffaella avec qui elle suit le cours de musique en fin de journée et elle va rentrer un petit bout avec elle jusqu'à l'arrêt de bus. Malheureusement, Emanuela ne prendra jamais ce bus. Apparemment, elle dit dans une des versions que j'ai trouvées à son amie Raffaella qu'il y a trop de monde dans le bus et qu'elle va prendre le suivant. Donc Raffaella est la dernière personne à l'avoir vue vivante et ce soir-là, vers 19h30 environ, c'est la dernière fois que quelqu'un voit Emanuela. Directement le soir, sa famille se fait du souci, donc ils vont aller jusqu'à l'école de musique, voir un petit peu aux alentours s'ils la trouvent pas, si elle se serait pas oubliée, en train de discuter avec des copains, mais c'est pas le cas. Assez vite aussi, son frère et ainsi que son papa vont aller à la police. Alors au début, la police a ce discours un petit peu... ouais, je sais pas comment dire, mais en tout cas, ils leur disent « Ouais, c'est une ado, quoi, elle est peut-être sur une terrasse en train de manger une pizza et elle a oublié de rentrer. » En tout cas, la police ne prend pas du tout au sérieux la disparition. Dès le lendemain, la famille retourne à la police, en tout cas le frère et le papa retournent à la police et font une déclaration de disparition inquiétante. Très vite aussi, dès le surlendemain, je crois, des affiches sont collées dans toute la Cité Vaticane. Ces affiches sont très connues, elles illustrent souvent le cas Emanuela Orlandi. Il y a également un article qui va être fait très très vite dans un journal local qui relate la disparition d'Emanuela. Dans ce journal, il y a le numéro de téléphone des parents et sauf erreur également sur les affiches. Ce qui fait que dès le 24, donc 2 jours après la disparition d'Emanuela, les premiers coups de fil anonymes vont arriver à la maison des parents. La première personne qui appelle la famille Orlandi, c'est un jeune homme d'environ 16 ans qui dit s'appeler Pierre Luigi et qui dit avoir vu une jeune fille qui ressemble à Emanuela et qui distribuait des cosmétiques. Donc jusque-là, ça colle. Il dira également que la jeune fille jouait de la flûte et c'est effectivement l'instrument dont jouait Emanuela. Il donnera un autre détail qui va faire penser à la famille qu'il a réellement vu Emanuela. Il
va leur dire que Emanuela ne voulait pas jouer avec ses lunettes, en fait elle aimait pas jouer à la flûte parce qu'elle devait porter ses lunettes de vue, parce qu'elle n'arrivait pas à lire les partitions, et qu'elle lui a confié ça, qu'elle aimait pas trop ses lunettes, qu'elle aurait préféré avoir des lunettes de marque. Donc ça, c'est un fait que la famille connaît. Effectivement, Emanuela n'aime pas se montrer avec ses lunettes. Il y a un deuxième homme qui va appeler, il s'appelle Mario, lui ça intervient le 28, et qui va également avoir vu Emanuela. Les deux personnes vont dire qu'elle se faisait appeler Barbarella, et c'est assez étonnant parce que effectivement les deux ont le même discours, et c'est à peu près à l'époque, enfin quand même quelques années après, la sortie du film de Barbarella. Le deuxième homme qui appelle, donc Mario, lui va dire que la jeune fille a fait une fugue parce qu'elle se sentait pas bien dans le climat familial. Et là par contre, la famille va totalement se détourner de ce témoignage parce qu'elle ne croit pas à une fugue. Emanuela était bien dans sa famille, il n'y avait aucune raison. Elle voulait d'ailleurs être accompagnée par son frère à l'école, donc il n'y avait pas de tension. Donc c'est vrai que la famille a de la peine à croire à ces deux pistes de coups de fil anonymes qui vont rapidement être abandonnées. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que très vite, un policier va être retrouvé et lui va témoigner avoir vu Emanuela avec un homme d'une trentaine d'années et elle demandait apparemment son chemin à quelqu'un. Mais elle avait l'air bien avec cet homme. En tout cas, il n'y avait pas l'air d'y avoir de tension et cet homme apparemment était propriétaire d'une BMW verte. L'homme qui avait donc retrouvé ce policier va investiguer pour essayer de retrouver la voiture verte. Ce qu'il va arriver à faire, il va retrouver cette BMW verte qui a été amenée à un artisan parce qu'elle était cassée, une vitre était cassée. Et on va même retrouver la femme qui a amené cette voiture à cet artisan, mais cette femme refusera totalement de collaborer et cette piste ne pourra pas aller plus loin. Un autre fait intéressant, c'est que dès le 3 juillet, le pape, lors de l'Angélus, dit un mot pour la famille. Donc, il parle d'Emanuela Orlandi. Et comme on sait, le pape ne parle pas souvent des faits divers. Encore moins d'un fait divers qui s'est passé il y a quelques jours et qui pour la police et en tout cas pour leur pris pour une fugue en fait. Donc ce détail va vraiment alerter la famille, il se passe quelque chose, le Vatican est peut-être au courant de quelque chose. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Très vite, le Vatican, donc vraiment quelques jours après la disparition d'Emanuela, va aussi recevoir des coups de fil anonymes. Et tous ces coups de fil anonymes, je crois qu'il y en a eu 16, ça a duré jusqu'au mois d'octobre, vont demander une seule et unique chose, c'est la libération de Mehmet Ali Agca. Lui, c'est l'homme qui avait fait la tentative d'assassinat sur le pape au début des années 80. Au moment de notre affaire, il est incarcéré et il fait partie d'un groupe terroriste qui s'appelle les Loups Gris. Donc effectivement, il y a plusieurs appels anonymes qui vont être faits avec le Vatican, une espèce de négociation va être menée avec le Vatican, mais c'est assez étrange parce que apparemment, il donne un délai au Vatican de 20 jours pour procéder à l'échange. La police va gentiment se retirer de cette affaire, laissant le Vatican procéder à des négociations, mais 20 jours après tout ça, rien ne se passe, le Vatican ne communique pas avec la famille et Mehmet Ali Agca n'est pas libéré. On sait également que le pape a eu des conversations privées avec Mehmet Ali Agca, je pense qu'il a essayé de savoir ce que savait Mehmet Ali Agca et celui-ci lui dira qu'il sait où se trouve Emanuela et qu'Emanuela est toujours en vie, mais qu'il ne peut pas en dire plus parce que il a peur pour sa vie, je crois. Cela dit, la piste Mehmet Ali Agca va rebondir deux fois. La première fois en 2010, lorsque le frère de Emanuela Orlandi va le rencontrer à la prison, un petit peu avant sa libération, puisque Mehmet Ali Agca est libéré en 2010. Et il va déclarer au frère d'Emanuela qu'il est persuadé, enfin qu'il sait qu'Emanuela est toujours vivante et qu'elle est probablement retenue soit en Angleterre ou en Suisse, mais qu'elle est toujours vivante.
Ça va rebondir aussi il y a quelques jours, parce qu'il y a quelques jours seulement, je crois que c'était aussi autour du 25 juillet, donc de cette année 2019, Mehmet Ali Akta envoie une nouvelle lettre au Vatican disant qu'il est persuadé, qu'il sait qu'Emanuela est vivante, qu'elle se trouve probablement en Suisse, mais qu'il ne peut pas en dire plus. Alors il faut dire que personne ne croit aux déclarations de Mehmet Ali Akta, qui a toujours eu des déclarations un peu bizarres, et cette piste a été abandonnée il y a déjà très longtemps, en 97. C'est clair, net et précis que le frère ne peut pas abandonner toutes les pistes tant qu'il n'a pas retrouvé la trace de sa sœur. Donc je comprends qu'il ait fait le voyage, sauf erreur de ma part, en Turquie pour rencontrer Mehmet Ali Akta, mais pour autant cette piste ne semble pas être la bonne. Une autre piste est explorée et émerge en 2005 lors d'une émission, genre de perdu de vue, hein, mais en Italie, où on revient sur cette affaire. Et là, quelqu'un va faire un coup de fil anonyme à l'émission et va déclarer, pour trouver la solution, aller voir qui est enterré à la basilique Saint-Apollinaire. Alors effectivement, la police va y aller, va faire des fouilles et va découvrir le corps d'Enrico de Pedis dans la basilique Saint-Apollinaire. Alors on ne retrouve pas les restes d'Emanuela Orlandi, mais finalement qu'est-ce que fait ce mafieux enterré au milieu des cardinaux? C'est vraiment étrange, quoi. Il a rien à foutre là, c'était pas du tout un homme d'église ou un homme de bien, en tout cas pas du tout. Donc là, ça prouve que le Vatican a été mêlé à des affaires un petit peu louches et ouais, qu'il y a peut-être comment dire, il y a peut-être des liens entre la Banda della Magliana et le Vatican. Je dirais que la piste de la Banda della Magliana a pas mal de rebondissements, beaucoup de témoignages autour de ça. Des gens disent avoir reconnu le chauffeur, d'autres disent avoir entendu certaines choses. Sabrina Minardi, je crois, qui est donc la maîtresse, l'ancienne maîtresse d'Enrico de Pedis, elle va déclarer qu'elle sait ce qui est arrivé, donc que cette jeune fille est morte et que c'était de la vengeance. Cette piste est séduisante, on se demande tout de même finalement ce que Enrico de Pedis pouvait avoir à faire avec cette jeune fille qui n'a jamais rien fait au Vatican. Ce qu'on peut quand même préciser, c'est que donc c'est une jeune fille qui vivait au Vatican, c'est compliqué d'habiter au Vatican. Elle vit au Vatican parce que son père travaille pour le Vatican, il travaille pour la Banque du Vatican. Et là, du coup, on peut penser qu'Emanuela a été prise dans un règlement de compte qui ne la concernait pas directement. L'idée ici, c'est que il y a un cardinal qui s'appelle Marcinkus, alors je suis pas certaine de la prononciation, c'est un cardinal américain, sauf erreur, qui était pendant un temps le numéro 3 du Vatican et qui lui aurait procédé à du blanchiment d'argent via la Banque du Vatican pour la Banda della Magliana, et que dans l'idée d'envoyer un signal pour éviter qu'on le dénonce, il aurait donc enlevé Emanuela et l'aurait tuée. Donc ça aurait été un signal pour dire attention, je peux protéger mes arrières. Depuis, donc, De Pedis a été tué en 1990 dans un règlement de compte et comme on l'a vu tout à l'heure, il a été enterré à la basilique Saint-Apollinaire, ce qui est vraiment étrange. Cette piste-là a été classée en 2016 sans suite parce qu'apparemment la police n'a pas pu trouver plus de preuves dans cette histoire. Il faut quand même dire que le témoignage de la maîtresse d'Enrico de Pedis était quand même assez intéressant, mais que parce qu'elle avait eu des problèmes de drogue dans sa vie, on a considéré qu'elle n'était pas un témoin sûr. Cela dit, ça éliminerait énormément de témoins des tribunaux si, dès le moment qu'on s'est drogué dans sa vie, on n'a pas le droit de témoigner, quoi. Donc voilà, pour la précision. Mais cette affaire va rebondir encore en 2018 parce que l'avocate de la famille va recevoir un mot anonyme qui dit chercher où pointe l'ange, accompagné d'une photo avec un ange qui pointe donc un cimetière teutonique, et on va imaginer que peut-être Emanuela a été
enterrés dans ce cimetière teutonique. Alors des fouilles vont être faites et ces fouilles ont eu lieu le 19 juillet 2019, donc il y a quelques jours en arrière. Et en fait on est censé, la police va ouvrir 2 tombes avec des médecins légistes et on est censé en tout cas retrouver 2 corps de 2 princesses allemandes qui ont été enterrées, je crois en 1600 et quelques, enfin voilà, il y a très très longtemps. Alors lorsqu'on ouvre les tombes, on ne retrouve rien, on ne retrouve pas d'ossements, ni les princesses, ni Emanuela Orlandi. Par contre, je ne sais pas si c'est dans les tombes ou un peu plus loin, on va retrouver un ossuaire où il y a énormément d'ossements et certains de ces ossements pourraient appartenir à Emanuela Orlandi. En tout cas, une chose est certaine, dans les 2 tombes qui ont été ouvertes, on n'a rien retrouvé, on n'a pas retrouvé de traces d'Emanuela Orlandi. Selon une autre piste, ça aurait été un jeu à caractère sexuel qui aurait mal tourné. Emanuela aurait été enlevée pour participer à des jeux sexuels, être droguée, pour le plaisir de certains prêtres du Vatican. Cette histoire va rebondir de prêtres pédophiles jusqu'à Boston. D'ailleurs, on va imaginer des liens très très loin. Cela dit, ça ne pourra jamais être prouvé. Il y a plusieurs témoignages dans ce sens, mais c'est un petit peu comme toutes ces histoires qui durent depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de témoignages, des gens peut-être qui se vengent aussi. En tout cas, cette piste n'est plus explorée. Voilà, donc cette affaire, elle a rebondi tout dernièrement. On va encore en entendre parler parce que gentiment, mais sûrement, le Vatican commence à reconnaître pas leur participation, mais le fait qu'ils pourraient avoir en leur possession des éléments qui pourraient aider à retrouver la jeune fille. C'est très très dur pour la famille. Il faut savoir qu'effectivement le papa travaillait, donc le papa d'Emanuela était banquier pour la Banque du Vatican et que il avait vraiment un profond respect pour le pape, si bien qu'il n'a jamais osé demander au pape où on était, quel était l'avancement de l'enquête sur la disparition de sa fille. Lui est décédé, mais son frère, qui était très très proche d'Emanuela, qui a aussi travaillé à la Banque du Vatican, il s'est vu offrir un poste au Vatican un petit peu après la disparition de sa sœur, il dira toujours qu'il a eu l'impression qu'on lui a donné ce poste au Vatican pour un peu panser ses plaies. Ou même carrément pour le faire taire, il sait pas. En tout cas, quand il a commencé à poser trop de questions, il a été remercié de la Banque du Vatican et il ne vit aujourd'hui plus du tout au Vatican parce que je crois, sauf erreur, qu'il a perdu sa nationalité vaticane. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres rebondissements parce que certains os vont être analysés, quand bien même les premières constatations laissent penser que ces dernières tombes qui ont été ouvertes ne contiennent pas les os d'Emanuela Orlandi. Saura-t-on un jour ce qui est arrivé à cette jeune fille? Je le souhaite vraiment pour son frère parce que c'est un homme qui paraît brisé par cette affaire. Il y a d'ailleurs un reportage très intéressant où il parle tout au long du reportage de sa sœur et de l'enquête qui a été faite. Voilà, j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et enquête. Je me permets de faire une toute petite parenthèse. Vous avez vu mes 2 chiens, donc Turbo et Rocky. Je vais essayer de vous le montrer. Hop là, voilà, qui dort comme ça. Petite parenthèse pour vous dire, ils ont l'air tout chou, c'est tout super. Voilà, ils sont vraiment mignons. N'achetez pas des chiens si c'est pour les abandonner. Le pauvre Rocky a été abandonné 2 fois alors qu'il avait juste 1 année et demie. Donc adopter des chiens plutôt qui ont été abandonnés, c'est pas toujours facile. Hein. Rocky, il a été assez longtemps plutôt agressif parce qu'il avait connu que l'agressivité. Donc si je peux passer un petit message, le premier ce serait d'adopter plutôt des chiens qu'on a besoin avant d'en acheter. Ça évitera le commerce illégal d'animaux. Puis la deuxième chose, c'est quand on prend un chien, on réfléchit bien, ou même quand on prend un chat, on réfléchit bien et on le garde pour toute la vie, c'est pas pour le filer quand on n'en veut plus. Voilà, le message est passé, à tout bientôt pour un nouveau crime et enquête. N'hésitez pas à me proposer vos sujets, à me proposer tout ce que vous voulez, même des améliorations pour ces vidéos. Je suis toujours en train de chercher un endroit un peu mieux que celui-là pour faire mes vidéos, mais voilà, on fait comme on peut. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et à tout bientôt pour un nouveau crime et enquête.